Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Ces vers de Cyrano de Bergerac, le personnage d'Edmond Rostand, peuvent résonner aussi chez Édouard Philippe, l'ex-premier ministre qui avait rappelé au président « Vous savez qui je suis, d'où je viens et ce que je ne peux pas faire ». L'ancien Premier ministre deviendra ce matin maire du Havre et il se dit heureux de retrouver sa Normandie. En fait, il devient un de vos collègues, François Bayrou, en quelque sorte. Et vous savez aussi ce que ça signifie d'être bien dans une ville, puisque c'est depuis Pau que nous vous recevons ce matin. Et alors que Jean Castex, le monsieur déconfinement, inconnu des Français, mais très connu des cercles du pouvoir, est désormais chargé de déconfiner Emmanuel Macron. Lui aussi est un maire, élu à Prades, issu des Républicains, haut fonctionnaire qui allie le global et le local. Jean Castex est en quelque sorte un techno droit dans ses sabots. Au journal du dimanche, il dit vouloir ce matin un nouvel agenda social, rejeter le consensus mou et prévient surtout « Je ne serai pas réduit à un collaborateur ». François Bayrou, vous êtes le président du MoDem. Votre parti, avec 42 députés, constitue le socle stratégique de la majorité. Ce lien organique entre centrisme et macronisme est-il toujours aussi vivace? Vous nous le direz. Vous nous direz également où mène le nouveau chemin qu'emprunte Emmanuel Macron, qui mise tout sur sa personne à 2 ans maintenant de l'élection présidentielle, vers une impasse ou vers sa réélection. Avec moi, Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleureau de CNews. Mais avant cela, c'était à Matignon dans la cour hier. On écoute, on regarde. Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bons. Et comme on dit chez moi, bon vent. François Bayrou, voilà cette passation de pouvoir avant-hier dans la cour de Matignon. Édouard Philippe qui s'adresse à Jean Castex. Mais est-ce que finalement le vrai Premier ministre, François Bayrou, ne s'appelle pas Jean Macron? Bonjour d'abord, je suis absolument en désaccord avec ce que vous dites. Avec cette analyse qui s'est répandue dans certains cercles de pouvoir et qui est pour moi absolument fausse. Il n'est pas vrai que la nomination de Jean Castex signifie une diminution du rôle du Premier ministre. Je crois même que c'est exactement le contraire. Il n'est pas vrai que le président de la République cherche à occuper tout l'espace. Je crois que c'est exactement le contraire. Et il n'est surtout pas vrai que le Premier ministre, que le président de la République, par ce choix du Premier ministre, cherche à remplir toutes les fonctions dans l'idée uniquement de la réélection. Tout ça est complètement faux. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que Jean Castex existe et qu'il va être, je le crois, un Premier ministre de tout premier plan, pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir ensemble. Deuxièmement, parce qu'il y a 2 choses qui occupent l'esprit du président de la République. La première, c'est le contrat de confiance qu'il a passé avec les Français. Et avec ce contrat de confiance qu'il a essayé de revitaliser, vous souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, aujourd'hui, il ouvre un chemin nouveau. Et deuxièmement, la gravité de la crise qui vient et dont personne ne parle, ce qui est une stupéfaction pour moi, exige, impose un rassemblement des forces et une impulsion nouvelle pour que tout le monde comprenne bien que ce que nous avons vivre est extrêmement difficile, mais que grâce à l'enthousiasme qui va être déployé, à la force de conviction qui va être déployée, au courage des décisions qui doivent être prises, eh bien nous allons faire face, et j'espère faire face en construisant une France nouvelle. Voilà exactement les raisons pour lesquelles cette décision est très importante, et elle n'est pas une décision de repli, elle est au contraire une décision offensive. Alors on a effectivement bien compris ça, François Bayrou, et bien évidemment, l'enjeu très important et crucial des temps à venir va être abordé tout au long de cette émission. Cécile Cornudet, avant cela également sur la personnalité de Jean Castex. Oui, François Bayrou, on sait que vous plaidiez, vous, pour une impulsion nouvelle, comme vous dites, et un changement de Premier ministre. Cela dit, c'est un Premier ministre de droite qui remplace un Premier ministre de droite. Où est le vrai changement ?
Parce que, Cécile Cornudet, pardonnez-moi de vous dire ça, parce que vous vivez avec des schémas qui sont des schémas complètement dépassés. J'ai plaidé toute ma vie pour qu'on sorte de cette grille de lecture absurde, limitée à 2 termes, la gauche et la droite, qui n'ont plus aucun sens l'un et l'autre, et pour qu'on cherche une autre grille de lecture, qu'on a appelée le dépassement, et comme vous savez, ça ma conviction ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron. Ah oui, on l'a rappelé, oui. Je l'ai défendu devant les Français. Je l'ai défendu devant les Français à beaucoup de reprises. Parce que c'est cet affrontement stupide qui nous a conduits où nous en sommes, qui nous a empêchés de rassembler des forces qui méritaient de l'être et qui a fait que les problèmes n'ont toujours été traités que de manière caricaturale. Où est la vraie différence alors entre les deux hommes ? Je pense qu'on n'en est pas encore sorti, il faut en sortir. Où est la vraie inflexion entre les deux hommes ? Je ne veux pas mettre en comparaison l'un avec l'autre, c'est pas du tout mon style et ça n'a aucun intérêt. En revanche, qu'est-ce qu'il y a dans la personnalité du nouveau Premier ministre qui est absolument vital pour la situation ? Il y a plusieurs choses. Premièrement, une expérience qui n'est pas une expérience techno comme vous le disiez. C'est au contraire un homme de terrain, un baroudeur, quelqu'un qui a bourlingué dans tous les espaces de la société française. C'est un élu local. Il vient d'être réélu avec 75% dans une commune qui vote très largement à gauche. Une commune, en effet, vous l'avez souligné assez, les commentateurs l'ont souligné à l'envi, une commune loin de Paris, une commune de 6000 habitants, mais ce type de commune et l'intercommunalité de 45 communes qui va avec, c'est exactement la France. Et c'est une France complètement oubliée. Et c'est une France que les milieux de pouvoir habituels affectent de ne pas voir. Alors, bien je vais sûr. m'arrêter une seconde à ce que tous les commentateurs ont dit. Une seconde, parce qu'après on va reprendre aussi la suite. Allez-y. Oui, mais excusez-moi, c'est quand même, même le principal sujet. Bien sûr. Les commentateurs ont dit « Oh là là, Jean Castex a de l'accent ». Excusez-moi de vous dire que cet accent-là, gascon, l'accent des provinces françaises, l'accent de Cyrano de Bergerac, après tout, cet accent-là, c'est un des accents français. Et l'espèce de condescendance, de snobisme des milieux de pouvoir, pour qui il faudrait parler leur langue. Et je prétends qu'on peut parler la langue française avec une absolue correction et même s'il faut une certaine finesse, avec l'accent de chez nous. Et cette condescendance-là, apporter autant d'attention à l'accent de quelqu'un qui s'exprime parfaitement, c'est la même condescendance à l'égard de l'accent des banlieues, c'est la même condescendance à l'égard de l'accent corse, la même condescendance à l'égard de l'accent alsacien ou savoyard ou breton. Vous ne comprenez pas que la France crève de ce que le pouvoir soit enfermé dans des récipients si clos que les Français le regardent comme extérieur à eux. Mais laissez-moi finir parce que c'est très important. Finir, mais les Français le regardent comme extérieur à eux. Excusez-moi, j'avance. C'est précisément un des sujets essentiels, un des problèmes principaux de la France aujourd'hui. C'est la rupture apocalyptique entre le bas de la société, comme ils disent, c'est-à-dire la base des Français, leur vie, et le sommet des pouvoirs médiatiques et politiques. Et heureusement qu'il s'est présenté à Emmanuel Macron le choix d'une personnalité qui pouvait permettre de faire un pont entre les deux. Parce qu'à la fois, il connaît très bien l'État, les milieux de pouvoir, et il connaît très bien la société française, y compris la société française provinciale et lointaine, à qui il faut désormais rendre sa dignité et sa reconnaissance. Alors, et donc, de ce point de vue-là, le snobisme condescendant qui s'est exprimé beaucoup dans les colonnes est totalement déplacé et le choix est juste.
Alors, il a souvent été remarqué que son verbe était chantant, la condescendance, on vous laisse l'appréciation. On a remarqué dès le début qu'il était à la fois effectivement quelqu'un qui connaissait bien la machine de l'État, mais également la vie locale, et c'est pour ça qu'il a son originalité et que tout le monde remarque. De ce point de vue-là, on n'a pas été en deçà de la main pour pouvoir le remarquer. Il se définit également surtout comme étant un gaulliste social. Et il se définit surtout comme étant également issu des Républicains. Or, vous avez aussi, vous venez de le dire, prôné le dépassement. Donc, dans quelle mesure sera-t-il capable de l'incarner, notamment avec ce projet de décentralisation, François Bayrou? Eh bien, il l'incarne par nature, puisqu'il ne vient pas des rangs de la majorité. Il vient des rangs d'un parti qui s'est situé assez majoritairement dans l'opposition. Il incarne ce dépassement et surtout, il a en main la possibilité de réparer la fracture entre le pouvoir local, dont on a vu pendant cette crise qu'il était l'ultime recours pour l'État, lorsque tout va mal. Tout allait mal pendant la crise. On n'avait pas les réponses, et même on n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests. Et on a vu qu'à ce moment-là, il existait un appel ultime. Et cet appel, c'était la grande armée des maires, oui, des pouvoirs François locaux. Bayrou, Et quand on est maire d'une petite commune... Justement, au-delà du symbole, dans l'interview du président à la presse quotidienne régionale vendredi matin, il est quand même assez prudent sur la décentralisation. On ne sent pas un grand acte de décentralisation. Aujourd'hui, vous lui dites, allez-y, faites une nouvelle étape importante. C'est pas mon expression, et c'est une expression que j'utilise assez peu, voire même jamais. Parce que la question qui se pose, ça n'est pas de donner des pouvoirs nouveaux aux élus, ça n'est pas d'abord de donner des pouvoirs nouveaux aux élus, c'est de les laisser agir. C'est de cesser de les écraser sous les normes, sous les obligations, sous les contrôles divers et variés, a priori et a posteriori, et je préfère a posteriori qu'a priori, tout ce qui limite l'action des élus locaux. Tout cela, je suis sûr que Jean Castex le sait très bien, il faut que la société française soit irriguée de pouvoir. Pour l'instant, elle est amputée de pouvoir. Tout ce qui doit s'exercer, mais ça n'est pas vrai que pour les collectivités locales, hein. C'est vrai aussi pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les associations. On a besoin de rendre à la société française la sève de l'initiative, de l'invention, des pouvoirs. Et de ce point de vue-là, l'étape que nous allons vivre est absolument cruciale parce qu'on s'est aperçu que l'État, dans sa majesté lointaine, en réalité, était assez souvent, pas sur tous les sujets, une somme d'impuissance. Or, merci. Emmanuel Macron a essayé à plusieurs reprises de poser cette question. Il a essayé et il n'y est pas arrivé. Souvenez-vous qu'il a porté une réforme de la haute fonction publique et puis elle est tombée évidemment dans les abîmes de l'histoire. Donc, de ce point de vue-là, là encore, c'est une étape très importante et une personnalité adaptée à cette étape. On se retrouve, François Bayrou, dans quelques instants pour la poursuite de ce grand rendez-vous avec vous en direct de Pau. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Benoît, sociétaire Massif. Pour mon assurance auto, côté tarif, je ne savais pas trop où j'allais. Entrez votre destination. Mais avec la Massif, j'ai le pouvoir de profiter des meilleurs tarifs. Là au moins, en choisissant le numéro 1, j'ai pris la bonne direction pour mon assurance. Vous êtes arrivé à destination. Merci. Mais de rien, les Giraud. Massif, essentiel pour moi. Contactez-nous en agence, par téléphone ou sur massif.fr. Tarifs parmi les meilleurs du marché hors promotion. Massif, première société d'assurance en nombre de contrats auto en France en 2019. Leclerc. Le pouvoir d'achat, ça se défend, surtout en ce moment. C'est pourquoi Leclerc propose des offres sur de nombreux produits, même les plus essentiels. Comme le café. Du 30 juin au 11 juillet, le paquet de 60 dosettes Senseo classique, doux ou corsé, de 416 grammes, avec 34% de réduction immédiate, est à 3,76 €, soit 9,04 € le kilo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Arthrose, mal de dos, eczéma, anxiété, asthme, surpoids et autres affections chroniques. Et si vous repreniez soin de votre santé dès maintenant? Partout en France, les stations thermales rouvrent progressivement et vous accueillent en toute sécurité. La cure thermale prend soin de vous, près de chez vous. Parlez-en à votre médecin ou renseignez-vous sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, efficace pour longtemps. Vous voyez, Franck Ferrand, je pense que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont la qualité et ceux qui ont le prix. Mais non, Chantal, pas du tout. Chez Akena, ils ont le rapport qualité-prix pour leur pergola comme pour leur véranda. Ils pensent à tous les budgets sans oublier la qualité. Ah, ne me faites pas dire que je n'ai pas lu, Ferrand. Chez Akena, ils sont hors catégorie. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et surtout François Bayrou, président du MoDem en direct de Pau, dans cette période évidemment cruciale, tant pour les journées à venir et les heures à venir, parce qu'un gouvernement est en train de se former, que pour les enjeux économiques et sociaux de la rentrée. On écoute Jean Castex, Premier ministre. Il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe. Oui, François Bayrou, on sait qu'on est en plein dans la préparation du nouveau gouvernement. Réunir la nation, dit Jean Castex. Au-delà de la formule, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire venir des ministres de tous les bords politiques ou des ministres de la société civile? Quelle est la bonne alchimie entre les deux, selon vous? Il faut que toutes les grandes inspirations de la société française soient présentes, si elles le peuvent, au sein de l'équipe gouvernementale. Gauche, droite, écolo. Vous voyez bien que... oui, puis peut-être centre, si vous voulez bien, parce que c'est tout de même là l'assise de la majorité, et c'est le courant politique pour lequel j'ai plaidé, comme vous savez, toute ma vie, dont j'ai porté le drapeau toute ma vie, et qui a été, avec Emmanuel Macron, le socle de la majorité. Donc il faut que toutes ces sensibilités soient présentes, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait cohérence et compétence. Les deux. Et je sais que le Premier ministre et le Président de la République sont évidemment très attentifs au mariage des deux. La cohérence est vitale et la compétence est nécessaire. François Bayrou, oui, vous dites cohérence et compétence. Jean Castex dit opérationnalité des ministres dans son entretien au journal du dimanche. Est-ce que cela veut dire que peut-être que dans la précédente équipe gouvernementale, certains péchaient par inexpérience, notamment ceux venus de la société civile? Non, j'ai absolument aucune envie, et vous ne m'entraînerez pas sur le terrain, de faire des comparaisons avec la précédente équipe. La précédente équipe, nous l'avons soutenue. Elle a travaillé beaucoup. Elle a trouvé la clé d'un certain nombre de changements. Et maintenant, il faut évidemment avancer et aller de l'avant dans un contexte nouveau qui est marqué par une crise. J'en suis extrêmement troublé. Une crise économique si profonde qu'elle va toucher toutes les entreprises ou presque, toutes les familles ou presque, qu'elle est impressionnante par sa dimension et impressionnante parce qu'elle n'a pas de cause identifiable. C'est sur toute la planète que le virus a frappé, et c'est sur toute la planète que, pardonnez-moi cette expression, le château de cartes de l'économie des échanges internationaux et de la circulation des capitaux, des personnes et des biens, ce château de cartes s'est écroulé. Il s'est écroulé sous l'intervention du plus petit élément vivant qui existe dans la nature, qui est un virus. On dit d'habitude que c'est un grain de sable qui bloque les machines. Là, c'est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable. Et donc, ça donne à réfléchir, naturellement. En tout cas, pour ceux qui aiment la philosophie, y compris la philosophie qu'on fait en famille ou au café du coin. Donc, cette réalité-là, elle est désormais la réalité qui va envahir
le champ de conscience ou le champ du réel dans toute la société française, toutes les sociétés européennes et toutes les sociétés du monde. Alors, est-ce que ça veut dire justement, François Bayrou, pour bien comprendre, je suis absolument frappé. Pour bien comprendre, je suis absolument frappé de ce que on n'en parle pas. François Bayrou. Très peu. François Bayrou. Alors dans les échos, naturellement, on en parle, mais oui. Non, François Bayrou, je dois dire qu'on en parle absolument régulièrement tous les jours et que justement, c'est avec vous aussi une des occasions de pouvoir en parler ce matin. De ce point de vue-là, justement, cette crise majeure qui s'annonce, et on l'a compris quand le président de la République a aussi parlé à la presse régionale, il a repris ce discours difficile que tenait jusqu'à présent Édouard Philippe. Cela veut dire que l'architecture gouvernementale qui est en cours de construction doit répondre à ce besoin. Il faut un gouvernement, pour vous, plus resserré autour de ministres qui partent tout de suite à la bataille pour contrer ce qui arrive. C'est ça la manière de donner aussi une efficacité à cette lutte contre la crise, selon vous? L'architecture gouvernementale doit répondre à 3 exigences. La première, la capacité, la solidité pour faire face à la vague qui vient. Et quand je disais qu'on n'en parle pas, je ne dis pas que dans les colonnes des journaux économiques on n'en parle pas, on en parle bien sûr. Mais dans les échanges entre Français, dans les échanges dans les familles ou politiques, pour l'instant, le sujet ne s'est pas imposé et il faut qu'il s'impose. Donc solidité pour répondre à la crise. Deuxièmement, une équipe gouvernementale qui mesure qu'un certain nombre des problèmes que nous allons rencontrer en raison de la crise sanitaire, un certain nombre de ces problèmes préexistaient à la crise. La crise sanitaire frappe et fait mal là où nous étions fragiles. Donc il faut, deuxième exigence, corriger un certain nombre de fragilités qu'on avait laissé s'installer au cours des 30 dernières années et sur lesquelles, si vous me le permettez, ceux qui en tout cas me font l'amitié de me suivre, je n'ai cessé d'alerter au cours du temps. Et troisièmement, troisième exigence, il faut que cette équipe solide et lucide, elle soit aussi visionnaire. Il faut qu'elle pense le monde qui vient, car le monde qui vient ne sera pas le même monde que celui que nous avions hier. Alors, à ce propos, il faut donc une dose de, comment vous dire, d'enthousiasme, de volonté de construire, d'optimisme qui s'exprime dans l'équipe qui va avoir à faire face à une crise terrifiante. Alors à ce propos. Et l'écologie, justement, on avait l'impression que c'était une priorité ces derniers temps. Et là, quand on vous entend, quand on lit Jean Castex, on a l'impression que c'est quand même secondaire par rapport à la crise économique à venir. Est-ce qu'il faut, Jean Castex n'a pas vraiment une image d'écolo. Est-ce qu'il faut quelqu'un de très fort auprès de lui pour incarner cette dimension, un vice-président de l'écologie, un vice-premier ministre de l'écologie ou quelque chose comme ça? Comment vous voyez les choses? Je ne suis pas très favorable au vice, par définition. Mais je pense qu'il faut en tout cas, oui, bien sûr, une personnalité forte. L'écologie ne se distingue pas des autres problèmes qui viennent. Pour moi, ça n'est pas une question à part. C'est le facteur commun qui doit irriguer les décisions à prendre. Et quand je parlais des fragilités que nous avons laissées s'installer au cours des 30 dernières années, il y a aussi cette distance par rapport à la nature, au patrimoine naturel et à l'innovation écologique. Je vous parle de Pau. À Pau, j'ai mis en place le premier transport en commun à haute qualité de service à hydrogène du monde. Vous savez que l'hydrogène est en train d'investir le champ de la lutte contre l'effet de serre parce que les moteurs alimentés par hydrogène, les moteurs électriques alimentés à hydrogène font zéro rejet de gaz à effet de serre. Eh bien, c'est à Pau ce qui vous prouve qu'on peut avoir de l'innovation sur le terrain, de l'innovation en province et que tout n'est pas obligé de passer par Paris et les cercles de décision qui y résident. Absolument, et on voit d'ailleurs qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives locales, vous en avez également une. Mais ce que l'on constate également, c'est que dès le lendemain du discours du président de la République à la Convention citoyenne, on a entendu d'autres messages partant de Bercy qui disaient baisser la TVA sur telle chose, ça ne marche pas, vis-à-vis du TGV, ça ne marche pas. Donc on a le sentiment qu'il y a toujours cette intention très sincère et volontariste, et puis derrière, la machine de l'État qui reprend son rôle. Est-ce que là, le combat pourrait cette fois-ci être gagné, selon vous? Alors, quand vous dites la machine de l'État reprend son rôle, c'est pas une vision que j'accepte.
Je pense que nous sommes devant beaucoup de crises qui vont s'ajouter les unes aux autres et que parmi ces crises, il y a évidemment la situation des finances publiques. C'est pas tout à fait par hasard que depuis des décennies, j'ai essayé de convaincre que les déficits à tout va et l'emprunt à tout va, c'était une solution qui allait nous handicaper. Parce que quand on en aurait besoin, et on y est, alors on aurait moins de moyens que les autres. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de ligue budgétaire. Comme vous savez, c'est un combat que j'ai mené à l'occasion de plusieurs élections présidentielles. Donc cette question est une question très sensible. Et il est vrai qu'il va falloir inventer un nouvel équilibre des finances publiques. Alors nous avons la chance formidable, grâce à l'Union européenne, d'avoir une banque centrale européenne qui pèse, hélas, pas tout à fait autant que la banque centrale américaine, mais cependant qui est du même ordre de capacité. Et cette banque centrale, elle nous permet d'espérer d'avoir accès au crédit à des taux qui sont des taux qui nous rassurent, qui vont permettre d'investir dans les équipements publics, d'investir dans les équipements des ménages. On va pouvoir, j'espère, pendant un temps certain, et pas seulement un certain temps, on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Si l'Union européenne n'existait pas, nous serions incapables de faire ça. On se retrouve justement pour en parler. Ça mérite aussi d'être rappelé. François Bayrou, on se retrouve pour en parler justement, c'est très important ce sujet. Est-ce que la dette perpétuelle n'est pas la nouvelle marque de fabrique ? Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Bonjour, c'est Frédéric Tadei. C'est avec Sébastien Tellier que nous partons en balade pour la dernière émission de la saison. Sébastien Tellier qui va nous emmener dans le nord du 18e arrondissement. C'est son quartier, c'est son label, c'est son studio, ce sont ses souvenirs et c'est sa nouvelle vie qui va nous raconter. Europe 1 en balade avec Frédéric Tadei. Alors à tout à l'heure, 11h sur Europe 1. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles, comme nouvelle Renault Clio à partir de 99 € par mois seulement et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. Pour nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. Le prix du gaz qui ne bouge pas, c'est moins de tracas. Une facture au lieu de deux, c'est vrai que c'est mieux. Donnez-moi un saut, donnez-moi un oui, donnez-moi un saut, oui. On va vous encourager à profiter des bons plans. La fin des tarifs réglementés du gaz est prévue. Passez chez SOI. Profitez du prix du kilowattheure hors taxe sans augmentation pendant 3 ans et d'une seule facture pour le gaz et l'élec. Et en ce moment, jusqu'à 50 € remboursés. SOI est une filiale d'EDF. Et ouais. Offre valable jusqu'au 31 juillet. Conditions et infos sur soi.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et on retrouve François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. On évoquait juste avant la pause, effectivement, cette question de la dette, cet argent magique, dit-on maintenant, qui tombe sans s'arrêter. La dette perpétuelle est aussi maintenant un débat posé sur la table. François Bayrou, vous l'avez rappelé, et tout le monde le sait, vous avez toujours lutté contre ce sujet de la dette, toujours prôné une réduction de la dette. Au fond, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé aussi de vous adapter ? Heureusement, parce que quelqu'un qui est incapable de s'adapter, comme vous savez, il est condamné à mort. Mais j'ai toujours plaidé, si vous avez suivi ces débats, j'ai toujours plaidé pour l'idée que on soit prudent pour pouvoir investir et dépenser si la crise venait. Au fond, ça n'est pas autre chose que les recommandations de pères de famille qui dit il faut faire attention à pas dépenser trop tant que ça va bien, parce que si un jour ça va mal, il nous faut aussi avoir mis de l'argent de côté et être capable d'en emprunter de manière crédible. Tout ça, vous savez, c'est pas très différent de ce que nous vivons. Alors il y a un fait nouveau maintenant, il y a 2 faits nouveaux.
Le premier, c'est que dans des pays majeurs comme les États-Unis, les pouvoirs publics et la Banque centrale ont décidé d'ouvrir les vannes de la création monétaire, de l'argent à très bas taux, pour soutenir l'économie et pour qu'elle ne s'effondre pas, notamment en matière de chômage et d'emploi. Et le fait que la première économie du monde, que la première banque centrale du monde ait choisi ce cap, fait que les autres banques centrales sont plus assurées, mieux garanties quand elles conduisent cette réflexion-là. Deuxièmement, cette attitude des banques centrales est heureusement, et merci que nous avons la Banque centrale européenne, je n'entends plus les gens qui prétendaient qu'il fallait sortir de l'Europe parce que vraiment c'était une gêne et un carcan. On voit là que nous avons réussi à construire un système qui est une garantie pour chacun d'entre nous. Mais c'est pas le choix de la Banque centrale François Bayrou, c'est pas de la planche à billets que vous semblez louer, c'est pas de l'argent magique, ça. Jusqu'où ça va certes, on est en crise, mais jusqu'où ça va le quoi qu'il en coûte présidentiel? Parce qu'Édouard Philippe, justement, il n'allait pas jusqu'au bout de cette démarche. Je pense que... Je ne sais pas, je ne crois pas, je n'ai jamais aperçu de différence entre l'ancien Premier ministre et le Président de la République sur ce sujet, mais peut-être y en avait-il. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est une chance formidable en période de crise de pouvoir accéder à de l'argent pas cher. Alors, il n'est pas vrai que c'est de l'argent qu'on ne remboursera pas. C'est simplement la possibilité de reporter dans le temps ou de reporter pendant suffisamment longtemps. J'avais, vous savez, proposé un système de cet ordre, un report d'échéance pour après le temps où on sera sorti de la crise. J'avais dit 10 ans, et c'est quelque chose de cet ordre. Oui, il est possible de réemprunter en étant sérieux pour financer les investissements qui sont absolument nécessaires. Un pays qui succombe sous la crise, qui laisse grandir le chômage, qui laisse s'installer la récession sans rien faire, est un pays condamné à mort. Il n'existe aucune possibilité de s'attaquer aux problèmes sociaux, aux problèmes des services publics et aux problèmes éducatifs si on entre, par exemple, au problème de l'écologie, évidemment, et au premier chef, si on entre dans une phase récessive. C'est pourquoi j'ai jamais été du côté de la décroissance. Parce que la décroissance, c'est ce qui nous pend au nez si on continue. C'est-à-dire l'effondrement de tout ce que nous avons construit. Alors justement, c'est un enjeu dans beaucoup de villes, notamment. Damien Fleureau. Oui, François Bayrou. Écoutez Michel Rubirola, la maire élue de Marseille, hier. Je suis soulagée et heureuse de savoir que la volonté de la majorité et du peuple de Marseille a été respectée. François Bayrou, Marseille qui bascule à gauche, Lyon à gauche par une coalition aussi, Paris, ce sont des villes symboliques et qui résonnent comme autant de claques pour la majorité présidentielle après ces municipales. Oui, je n'analyse pas ça en termes de claques. J'ai toujours été contre la nationalisation des élections locales. Toujours. Y compris en parlant à nos partenaires de En Marche. Souvenez-vous qu'on a eu des débats avant cette élection. Je suis pour que les élections locales soient des élections locales. C'est un truisme, mais c'est une lapalissade, mais je pense que c'est très nécessaire. Alors, c'est évident qu'il y a eu un mouvement d'opinion. On verra ce que donne ce mouvement d'opinion et si les engagements, certains sont très imprudents, seront respectés ou pas. Lesquels vous pensez lesquels? Quel est le plus imprudent pour vous? Il y a des municipalités, enfin il y a des majorités qui par exemple ont dit on va fermer l'aéroport. C'est les écologistes qui vous inquiètent un peu. C'est le fait qu'ils prennent une... Non, ce n'est pas les écologistes qui m'inquiètent, c'est une espèce d'intégrisme écologique. Quand vous avez dans une grande ville, on m'a dit que ça avait été le cas à Strasbourg, mais c'est sûrement pas le seul cas, des majorités qui disent « nous l'aéroport on n'en veut plus ».
Je vous prie de réfléchir à ceci. Comment peut-on maintenir le Parlement européen à Strasbourg si la capitale européenne alsacienne n'est plus reliée aux autres grandes villes et aux autres grandes capitales? C'est du suicide. Lorsqu'on est loin de Paris, on a besoin d'être relié. Et ça me permet de dire que Air France a des obligations de service public dont il ne peut pas s'abstraire. Cette compagnie a reçu 7 milliards de l'État, c'est-à-dire des contribuables français. Les obligations de service public, de liaison avec des villes périphériques doivent être même à 2h30 respectées. Et si elles de ne le TGV, sont pas, ou ça va 2h30 TGV, c'est quoi la frontière? J'accepte les 2h30 mais pas TGV, mais c'est très simple. À Pau, nous avons 4h30 de liaison aérienne. Donc il faut la maintenir. Or, Air France a décrété, on avait auparavant 9 ou 10 liaisons quotidiennes. Et pendant toute la période entre la mi-juin et le 1er juillet, on a eu, au lieu de 10 liaisons quotidiennes, on a eu 2 liaisons par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gifle que ça représente. En tout cas, pour moi, c'est inacceptable. Et pour toutes les grandes entreprises qui sont sur notre sol, que ce soit Safran, les centres de recherche de Total, grandes entreprises agroalimentaires, grandes entreprises dans la fibre de carbone, c'est évidemment absolument inacceptable. On a besoin d'être irrigué. Alors ce que j'entends, François Bayrou, une compagnie qui vient de recevoir 7 milliards d'argent public s'abstrait de ses obligations de liaison et de service public, c'est inacceptable. Et si ça ne s'arrange pas, eh bien il faudra mener la bataille contre tout ça. Alors on comprend également ce que vous dites vis-à-vis d'Air France. On entend également votre méfiance ou votre inquiétude vis-à-vis des maires écologistes qui sont arrivés au pouvoir et qui n'auraient pas, selon vous, assez de pragmatisme pour diriger une ville. C'est ça? Parce que c'est une école de pragmatisme de diriger une ville. Non. Excusez-moi, j'essaie de m'exprimer pour mon propre compte. Ne me prêtez pas on pose des questions pour éclaircir votre propos. Je ne vous prête rien du tout. Voilà. Eh bien, mon propos est très clair. Je pense que la fonction de maire aide les élus à progresser beaucoup et à découvrir le réel. Je pense que les campagnes électorales ne sont pas très favorables au réalisme. Je pense que des promesses ont été faites qui, me semble-t-il, pourraient déséquilibrer des villes. Si ça n'est pas le cas, tant mieux. Parce que ça prouvera qu'au fond, ils sont entrés dans une zone de réalisme municipal que je considère comme bienvenue. Mais je pense que l'idéologie ne doit pas s'imposer lorsqu'on a entre les mains le destin d'hommes, de femmes, de familles et d'entreprises. Je pense qu'il est très important qu'on sache tout en défendant les valeurs, la vision qui est la sienne, qu'on sache prendre en compte ce que c'est qu'une ville d'aujourd'hui qui a besoin de vivre et d'échanger. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que le réalisme s'introduira et sera respecté. On vous a parfaitement compris à ce sujet. Damien Fleureau. Oui, la Convention citoyenne sur le climat avec ses propositions sur l'écologie, est-ce que c'est un format à renouveler sur d'autres sujets et lesquels, par exemple, François Bayrou? Bon, on verra les idées qui en sont sorties. Inutile de vous dire que je ne suis pas très favorable au tirage au sort. Non, je suis pour les conventions, les échanges, mais le tirage au sort, pour moi, alors peut-être je ne serai pas suivi puisque le gouvernement a décidé d'en faire, mais pour moi, le tirage au sort, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelait Marc Sangnier l'a défini à mon sens de la manière la plus transparente qu'on puisse trouver. Il a dit: la démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son maximum la conscience et la responsabilité des citoyens. La conscience, la réflexion, l'information, on partage, on se forge une opinion, et la responsabilité, on choisit. Alors François Bayrou, pour bien comprendre... Tirer au sort,
Tirer au sort, c'est le contraire de la conscience et de la responsabilité. Alors pour bien comprendre, après, François on Bayrou. peut avoir des assemblées consultatives. Où les gens viennent s'inscrire. Mais la procédure, ou en tout cas la proposition qui consisterait à remplacer le choix conscient des citoyens par le hasard est pour moi le contraire de ce que nous avons à construire comme conscience collective. Pour bien comprendre, François Bayrou, non seulement il y a ce tirage au sort qui a été mis en place par le président de la République pour sortir, entre autres, de la crise des Gilets jaunes, mais il a également annoncé devant la Convention citoyenne que la Convention citoyenne deviendrait maintenant une instance quasi officielle de lanceuse d'alerte pour interpeller le gouvernement, et que le Conseil économique, social et environnemental allait devenir la maison des conventions citoyennes. Est-ce que pour vous, ça va trop loin dans cette démocratie, tentative de démocratie directe ? Alors, démocratie directe, ça ne me gêne pas. Démocratie au hasard, alors, qu'est-ce ça qui me vous gêne. gêne ? Voilà. Vous comprenez, c'est pas du tout la même chose. Oui, donc justement, tout ce qui a été annoncé par le président, est-ce que ça vous gêne ? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que... Non, mais je n'ai aucune envie que vous me mettiez en opposition. Le président de la République c'est pas nous mettre en opposition, c'est comprendre votre... Il a bien raison. Vous l'avez compris. Hein. Je pense que la concertation, c'est très bien. Les échanges, y compris entre élus et citoyens, c'est très bien. Mais le tirage au sort qui consiste à remettre au hasard le choix des orientations, ça n'est pas la ligne qui est la mienne. Cécile Cornudet. Vous avez évoqué une crise économique à venir, des plans sociaux. Est-ce que vous êtes inquiet, au fond, sur le climat social pour la rentrée, cette colère qu'on sent encore en arrière-fond chez les Français ? Je n'évoque pas. Le Airbus a annoncé 15 000 licenciements, dont 5 000 en France, dont 3 500 à Toulouse. Et sur le climat social, c'est pas des fantasmes, hein. Ça n'est pas des illusions. Air France a annoncé 7 500 licenciements. Je rappelle que je suis pour l'obligation de service public. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas des fantasmes. Et partout, la brasserie que j'aime bien au coin de ma rue, elle a mis son personnel au chômage partiel, et elle n'est plus ouverte que jusqu'à 17h. Vous voyez bien que c'est partout, les magasins, les entreprises, c'est partout, ça va nous toucher tous, et il faut qu'on se soude pour faire face à cela. Et c'est en effet la tâche que je soutiens dans le nouveau gouvernement. On se retrouve, François Bayrou, dans quelques instants pour continuer à évoquer la suite et la fin du quinquennat. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. À 40 ans, Reine mène une existence heureuse qu'elle partage entre son fils et un métier passionnant. Mais quand son passé refait surface, la vie parfaite qu'elle pensait avoir bâtie pourrait bien voler en éclats. Délivrez-vous du passé pour écrire l'avenir avec le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, Une évidence, aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket achetés, un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Leclerc. Parce que ça fait des semaines que vous faites des efforts, vous pouvez compter sur nous pour en faire plus. Avec le plan Leclerc, on renforce votre budget en bloquant les prix de 12 600 produits de nos marques Sélection d'Experts, Tissaya et Marque Repère. Parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité, mais aussi de pouvoir se faire plaisir. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir détails et liste des produits sur www.e.leclerc. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles, comme Renault Twingo à partir de 69 € par mois seulement et avec EasyPack. Soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. Pour Twingo Life SE 65 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Et oui, c'est la pleine saison des tomates. Et pour aider les producteurs français à vendre leur production au plus vite, aujourd'hui et jusqu'à dimanche chez Intermarché, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à seulement 99 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Ah non mais franchement, la dinde, c'est bon tout le temps. Hein. On s'en lasse pas. Tu peux faire un sauté de dinde, une escalope de dinde, un rôti de dinde, des brochettes de dinde, un curry de dinde, de la blanquette de dinde. Moi j'adore la blanquette. Des fricassés la de dinde de nos régions, c'est parfait pour une alimentation variée et équilibrée. Avec le concours de l'Union européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et surtout notre invité François Bayrou en direct de Pau, président du MoDem, maire de Pau. Emmanuel Macron, même si effectivement a nommé un Premier ministre qui va exister, et on va voir dès les prochains jours, se remet aussi en première ligne. Est-ce qu'il doit parler aux Français très prochainement pour pouvoir justement tenter de les réembarquer, comme il dit? Oui, je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est le sien. La mission du président de la République est en effet d'entraîner. Il voulait dire de réembarquer dans le bateau de la nation, j'imagine. Absolument. Et de ce point de vue-là, c'est absolument juste. N'est-ce pas? Est-ce qu'on mesure à quel point nous sommes un pays fragmenté? Nous sommes un pays, on évoquait tout à l'heure la fracture entre le haut et le bas, entre les milieux de pouvoir et puis les citoyens dans leur vie de tous les jours, et puis le peuple, mais aussi entre classes sociales, entre manières d'être, manières de vivre. Et ça s'est traduit par l'abstention. N'est-ce pas? On parle de la crise économique, elle va être impressionnante. On parle de la crise sociale qui est évidemment en germe dans cette crise économique. Mais on a 2 sur 3 des Français qui se sont abstenus dans les villes pour l'élection pourtant qui est l'élection de proximité et celle de l'élu en qui ils ont le plus confiance. 2 sur 3. Alors, il y a probablement une question de peur de l'épidémie, c'est possible. J'avais plaidé, vous savez, pour le vote par correspondance et je continue à plaider pour le vote par Internet. Mais il y a autre chose. Sans doute, il y a le sentiment d'un très grand nombre de Français que, au fond, cette vie politique est devenue un théâtre et que ce théâtre n'a plus grand-chose à voir avec leur vie de tous les jours. Eh bien, quand je regarde le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement, je dis que probablement leur première mission, la plus importante de leur mission, c'est de faire que les Français reconnaissent enfin leurs attentes et leurs exigences dans l'action publique. Justement. C'est vrai à l'échelon local et c'est vrai à l'échelon national. Alors justement, à ce propos, pour pouvoir rassembler les Français, ils sont fragmentés, vous dites, ils sont inquiets. Mais voilà que le président de la République dit « Je remets la réforme de la retraite sur le travail dans sa version plus justice sociale, moins réforme du système financier ». Les syndicats commencent à se mobiliser, en tout cas à protester. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment où il faut que cette réforme des retraites vraiment soit passée avant 2022? C'est la responsabilité du nouveau gouvernement d'en décider, parce que c'est le gouvernement qui porte ce genre de réforme. Et donc, je suis sûr que des débats vont avoir lieu autour de ce sujet. Encore une fois, vous voyez ce que j'ai à l'esprit, c'est la nécessité de reconstruire le lien civique mais en même temps mais s'il y a des manifestations, en même temps que l'élan économique. On entend votre inquiétude, mais s'il y a des tensions sociales nouvelles, si les syndicats remobilisent les Français contre une réforme des retraites renouvellement organisé, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que ce projet soit mis à mal et que les tensions perdurent et voire s'aggravent, selon vous? J'ai toujours pensé que si une réforme était juste et bien préparée, un gouvernement pouvait entraîner les Français à la suivre. Mais on va voir maintenant quelles vont être les inflexions, les changements. Je ne veux pas me prononcer à la place du nouveau Premier ministre et du nouveau gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut quand même rechanger ou remoduler un peu. Vous avez entendu? Oui. Juste et bien préparé. Et les deux... Et j'ajoute une troisième chose, juste, bien préparé, compréhensible. D'accord, donc on a l'impression que vous qualifiez l'ancienne réforme. Elle n'était ni juste, ni bien préparée, ni compréhensible, c'est cela? Non,
En tout cas, sur le troisième terme, la lisibilité, le caractère compréhensible, oui, je pense qu'on pouvait beaucoup l'améliorer. Oui. François Bayrou, même moi, parfois, je ne comprenais pas très bien. Donc, donc ça c'est dire. Mais il est vrai que je suis provincial. Il est vrai que je suis provincial et donc par définition moins habitué. On connaît ce discours. Vous êtes parfaitement au fait de tout. Cécile Cornudet. Pour dire autrement les choses, est-ce qu'il y a encore la place pour continuer à vraiment transformer le pays? Il y a peu de temps utile qui reste, peut-être 1 an. Il faut, comme vous dites, gérer la crise économique. Il faut, comme vous dites, réparer le pays fracturé. Vous, comme Jean Castex, mettez l'accent sur la concertation, le dialogue. Bref, qu'est-ce que peut faire encore Emmanuel Macron de neuf? Il peut et il doit retrouver les engagements, la charte de confiance qui était celle qui a fait que les Français l'ont élu. Il a été élu sur un engagement, une exigence de transformation profonde et de justice et de transformation profonde des relations entre le pouvoir et les citoyens. Je suis persuadé que le moment est venu, c'est une chance qui est offerte pour qu'on retrouve cette charte de confiance. Et je suis persuadé qu'il en est conscient, évidemment. Alors vous dites, est-ce qu'il y a la place pour réformer? Oh, je pense que votre expression est très loin de la réalité. Il y a nécessité de réparer et de construire, de reconstruire et de préparer l'avenir. Nécessité vitale. Ce que nous allons vivre nous oblige à changer en profondeur les cadres, à réparer en profondeur nos faiblesses et à ressaisir en profondeur la volonté de vivre des Français. François Bayrou, vous connaissez parfaitement le fonctionnement. Avec optimisme. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement du système politique, de l'action publique, le temps que cela prend. Il reste 2 ans, c'est-à-dire en réalité 15 mois utiles. Est-ce que, au fond, toutes ces urgences que vous déclinez aujourd'hui et qui sont réelles, est-ce qu'il va y avoir le temps de pouvoir justement les rendre concrètes pour les Français et de les résorber? Est-ce qu'il n'y a pas une course contre la montre qui est engagée là maintenant? Peut-être vous vous souviendrez du slogan qui était le mien lors d'une élection présidentielle précédente. J'avais dit « Un pays uni, rien ne lui résiste ». Parce que je sentais bien que la division du pays était une des principales raisons de notre faiblesse. Et je dis que la question des réformes nécessaires, ça n'est plus désormais une question d'opportunité, c'est une question de nécessité. La crise va être grave en France. Pourquoi? Parce qu'on a laissé s'accumuler les faiblesses au travers du temps. Et il faut les regarder en face comme des gens courageux, comme des pères et mères de famille, comme des jeunes qui veulent trouver une place dans le pays. Oh, il y en a plein, mais je vous ai dit que je pensais qu'il fallait que le pouvoir s'organise différemment. Je vous ai dit qu'il fallait que les acteurs de terrain, que ce soit entreprises, associations, collectivités locales, soient reconnus dans leurs droits à l'initiative, à l'action, et pas perpétuellement mis sous cloche par un univers de normes et de blocage et de défiance. Je vous ai dit qu'il fallait que l'investissement soit soutenu comme il doit l'être, et je vous ai dit qu'il fallait que tout le monde perçoive que... Lorsqu'on a la chance d'aller bien dans une entreprise, il faut que dans l'entreprise, tout le monde en profite. Alors ce que vous dites pas, c'est que... tout ceci, c'est, je vous assure, un agenda de réforme majeur. Vous avez évoqué, François Bayrou, le lien organique, on le connaît, entre votre famille politique, votre soutien à Emmanuel Macron. Le gouvernement est en train de se composer aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez plus de ministres MoDem au sein du gouvernement aujourd'hui ? Si vous m'avez une seule fois dans ma vie entendu parler d'étiquette pour des ministres, c'est que je devais avoir bu plus que de raison. Ou que vous parliez sans caméra. La Ve République, c'est pas un marchandage. La Ve République, c'est une adhésion. Bon. Alors après, il faut naturellement que les équilibres soient respectés. Voilà, vous savez faire en sorte de respecter les équilibres. On vous connaît habile politique quand même. Croyez-moi, oui, voilà. Si je peux, je continuerai. Daniel Fleureau. Oui, François Bayrou, une question d'actualité.
François Bayrou, une question d'actualité et sur la mémoire. Le président algérien Tebboune a déclaré hier attendre des excuses de la France pour la colonisation de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron doit s'exprimer sur ce sujet, peut-être à nouveau, et s'excuser ? Il s'est déjà exprimé et moi je ne suis pas trop pour qu'on cultive dans l'histoire cette culture de l'excuse, du mea culpa, de l'histoire c'est l'histoire. La colonisation c'est un drame, ça a été un drame pour tout le monde. Au commencement et à la fin. Ça a été un drame qui a frappé des millions de personnes. Ceux qui ont lancé la colonisation, souvenez-vous du célèbre discours de Jules Ferry devant l'Assemblée nationale, ils l'ont fait avec des raisons qui étaient des raisons généreuses ou qu'ils croyaient généreuses. Et beaucoup de Français, beaucoup de Algériens se sont engagés dans ce travail de vivre ensemble et de rénovation du pays. Et puis, au bout du compte, ça a très mal fini. Et peut-être, cela devait très mal finir depuis le début. Peut-être c'était un risque trop important qu'on n'a pas mesuré. Alors moi, je suis pour qu'on y réfléchisse. Je suis pour qu'on en parle ensemble. Je suis pour qu'on n'en fasse pas un sujet de combat. Et je suis pour que on passe pas son temps à pointer du doigt les uns sur les autres, parce que ça fera beaucoup de dégâts partout. Il se trouve que j'aime beaucoup l'Algérie, la culture algérienne, que je crois que beaucoup d'Algériens sont en sympathie avec ce que je porte, et je vois très bien le pluralisme algérien, culturel, politique. Je crois que c'est une richesse. Et j'ai pas envie d'avoir un sujet qui soit un sujet d'affrontement. Ce que je soupçonne d'ailleurs, c'est que en poussant ce sujet, on cherche à créer un affrontement de plus. Et c'est pas